Il aurait été construit au début par les moines de Saint-Michel de Couchant, ou en tout cas par les paysans qui travaillaient pour les moines. Et ensuite, ce canal-là, on le retrouve au moment de la construction de Puigcerdà, à la fin du XIIe siècle, puisqu'il permet d'alimenter en eau la ville de Puigcerdà. Ça alimente d'abord son lac, et ensuite on a deux grandes rigoles souterraines en plomb qui traversent toute la ville jusqu'aux moulins qui sont situés en contrebas. Le canal va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure que la ville grandit, puisque Puigcerdà est une grande ville qui se trouve à la montagne et qui est située entre le 5e et le 10e rang des villes catalanes. Donc on a une population assez importante de plusieurs milliers d'habitants et le canal est indispensable pour tous les usages domestiques. Avant d'arriver à Puigcerdà, la séquia fait un long chemin. Du barrage du Lanou vers la rivière du Carol, chemin d'eau vivant, chemin qui coule et fait fi des frontières. Millénaire comme l'économie pastorale qui a structuré la vie du plateau. Le canal de Puigcerdà, comme je vous ai dit, il fait 6,50 m de large. Mais nous, en Vesche, finalement, dès qu'on ouvre une vanne, ça rentre dans le secteur public. La commune qui doit assumer, disons, la conformité des canaux jusque dans les propriétés. On est, disons, responsable que de 6,50 m sur toute la longueur. Voilà, je suis président de ça. Le président du canal de Puigcerdà, c'est le maire de Puigcerdà. Et alors, en fin d'année, là, en fin de cette année, on fait la réunion avec les arrosants. Alors, chacun, il n'y a pas grand monde, hein, et chacun dit ce qu'il a sur le cœur. Moi, j'ai un carnet d'arrosage. Hein. Ce bouquin, il est fait d'après, quand il y a eu le traité des Pyrénées, il a été déjà fait. Et moi, je l'ai conservé, c'est-à-dire que chaque parcelle a son jour d'eau et ses heures d'eau, en fonction de sa superficie. Et celui maintenant qui les exploite, eh bien, il se fie à ce carnet. Le canal de Puigcerdà devient transfrontalier avec l'apparition de la frontière, puisqu'en 1159, la Cerdagne est divisée en deux parties, une française, une espagnole, avec la signature du traité des Pyrénées. Le traité des Pyrénées est signé sur l'île des Faisans, qui est une île qui est située sur la baie d'Assois. L'île est divisée en deux, avec un côté français et un côté espagnol, et l'acte va être signé juste à la frontière. Dans l'article 42 de ce traité, il est prévu qu'un certain nombre de villages vont passer à la France, à la Convention de Livia en 1660, et on va dire exactement quel village va devenir français et quel village va rester espagnol. Avec une espèce de calcul de boutiquier où il est difficile de s'y retrouver, c'est-à-dire qu'on a beau compter et recompter les villages, on n'arrive jamais au nombre de 33. C'est un peu comme les 7 collines de Rome, vous avez beau compter, on n'y arrive jamais à 7. C'est un peu la même chose là, on sait que par exemple Ur et ses hameaux comptent pour 2 villages, on sait que la vallée du Carol compte pour 4, etc. etc. En tout cas, c'est déjà une première esquisse finalement d'une territorialisation, ou en tout cas d'une délimitation des deux Cerdagnes, entre l'amont et l'aval par rapport au canal. Quand ça ne va pas, quand ils n'ont pas d'eau en Espagne, chez qui ils vont voir Paco. Et alors Paco, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il dit il n'y a pas d'eau, et il remonte tout le canal et il regarde s'il y a de la fraude. Bon, il pourrait y avoir un bouchon là-bas à la prise d'eau, ou comme ça. Alors il remonte le canal. Mais en principe, lui, il surveille, et nous, on l'a pris pour
fermer les vannes. C'est un personnage central parce que c'est la petite main qui tient les hautes destinées du canal. Il ouvre les vannes, il vérifie l'état du canal, il vérifie les œils donc qui permettent d'arroser. Et c'est le véritable artisan du canal. Le problème, c'est que c'est un homme de terrain, c'est un homme qui ne laisse pas d'archives et qui a d'autant moins intérêt à laisser des archives que les conflits sont virulents et qu'il ne faut pas laisser de traces derrière soi. Chacun, quand il arrive à la fin de sa période, il devrait aller fermer la vanne. Et alors on paie Pacou, et Pacou ferme les vannes. Alors lui, il est sûr que les vannes sont fermées, et nous aussi, on est sûr que... Sauf quand parfois il est passé, puis que par derrière, il y en a un qui va ouvrir la vanne. Le problème, entre guillemets, c'est que l'eau est captée du côté français et que son usage principal pour Puigcerdà est situé du côté espagnol. Donc là, on va avoir toute une série de conflits que le traité des Pyrénées ne va pas résoudre dans ce traité-là, puisqu'il n'était pas réellement prévu de clauses sur les usages de l'eau. Ces clauses sur les usages de l'eau vont apparaître ensuite au traité de Bayonne en 1862, quand la frontière va être délimitée. C'est-à-dire que jusqu'au XIXe siècle, il n'y a pas de délimitation, c'est-à-dire de ligne qui partagent la France et l'Espagne. Au traité de Bayonne, la ligne apparaît et on va adjoindre un certain nombre de documents, d'annexes pour le partage des eaux. Et c'est le moment où en fait on va réglementer la partie qui va pouvoir être utilisée côté français, dans les villages qui sont traversés par le canal, et la part d'eau qui va être dévolue à Puigcerdà. Il y a un problème, je l'appelle, il est là. C'est lui qui surveille quand il nettoie le canal au printemps. Quand il y a des problèmes sur les vannes qui ferment mal et tout, c'est lui qui s'en occupe. On le lui signale. Son père, il a été le regretter pendant je ne sais pas combien de temps. Lui, dans quelques temps, il va avoir les brebis galeuses et tout. Au XVIIIe siècle, la situation va changer un peu puisque l'eau du canal va servir surtout à l'élevage. C'est-à-dire qu'on a une alimentation qui va passer du mouton aux bovins. Et pour faire des bovins, pour élever des bœufs, en fait, on a besoin des prés. Et pour faire des prés, on a besoin d'eau. Et là, le canal va devenir indispensable pour cet élevage-là. La Séquia est l'unique canal transfrontalier des Pyrénées. Un petit bout de terre bâtie et maçonnée de 14 km appartenant à l'Espagne et traversant un petit bout de terre française, dans une tradition pastorale qui passe bien au-dessus des frontières, de ce temps où économie était un mot proche de frugalité. Voici une année que je connais le régataire de la Séquia. Je l'ai suivi quelquefois sur le terrain, quand très tôt, à l'heure où les touristes sont encore dans les bras des rêves inachevés, je lui ai posé des questions. Curieuse de ce canal, comment cela marche-t-il? Comment est-il géré? Pendant l'été 2012, en pleine sécheresse, il m'a dit la difficulté de gérer cette eau que tout le monde veut. Vivant ici, sur ce plateau de Cerdagne où les fleurs et les oiseaux semblent chez eux au cœur de l'été, j'observe parfois la difficulté de traverser cette frontière sans frontière,
sans économie ou politique commune. Je voudrais être comme la séquia, sans frontières, sans lien pour m'attacher, et avec ces petits matins où, vigilant, l'on viendrait s'occuper de moi.